Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver. Bonjour David Doucan. Bonjour Marie et bonjour et bienvenue à vous Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National et vous êtes ce dimanche l'invité de l'événement du dimanche sur LCI. Ce dimanche où vous continuez ces journées parlementaires à l'Assemblée nationale, on en reparlera. Mais d'abord, Louis Alliot, on devrait normalement être fixé cette semaine. Quel gouvernement Barnier 1 ? On sait que le Rassemblement national a fait en quelque sorte barrage pour Xavier Bertrand pour Matignon. Avez-vous l'intention, Louis Alliot, vous et votre parti, d'user du même genre de pression pour les grands ministères du gouvernement Barnier ? Non, vous savez, il est chargé de constituer son équipe et on a dit qu'on ne ferait pas de censure a priori. Mais ensuite, il va envoyer un signal avec son gouvernement et les ministres qu'il va donner. Et ce signal-là sera, scruté. Il n'y a pas de noms qui vous feront... Non, vous savez, on voit des noms apparaître et on a l'impression quelquefois de revoir des visages qu'on n'aimerait plus voir au gouvernement. Vous pensez à qui ? Je ne sais pas, Mme Pécresse, des gens comme ça. On se demande comment ils vont faire demain ce qu'ils n'ont pas fait hier. Je résume la situation. Donc on sera attentif à tout ça, mais il ne faudrait pas donner un mauvais signal à l'opinion qui veut du changement. Et si ce changement est incarné par le seul parti qui fait, je crois, 5% et qui est le plus petit groupe à l'Assemblée, et que ça devienne l'État LR, en quelque sorte, au gouvernement, je pense que ça n'ira pas très loin. Donc du changement, vous ne voulez pas l'État LR, mais Gérald Darmanin, Rachida Dati, Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, on entend qu'ils ont envie de rester. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là ? Il est bon qu'ils aient envie de rester, mais après, quelle politique ils vont mener ? Alors, il y a des ministres au milieu de tout cela dont on n'a pas pu voir sur la durée la réalité de ce qu'ils ont pu faire. Vous pensez à Rachida Dati, oui, Catherine Vautrin ? à la culture qui finalement a été récente dans le gouvernement. Les autres, on connaît. Après, il y a les ministères régaliens. Si M. Macron veut que le ministère de la Défense soit, je crois, M. Lecornu, ce sera difficile pour M. Barnier de contester ce que veut le président de la République. C'est pas une cohabitation, même si ça a l'apparence d'une cohabitation. Et puis, c'est une cohabitation à l'intérieur d'une majorité que l'on ne connaît pas encore, puisqu'il y a un petit peu d'horizon, un petit peu de bonhème, un petit peu de macronisme, mais vous avez des macronistes de gauche qui disent qu'ils n'iront pas parce qu'ils parlent trop d'immigration. Bref, c'est quand même le flou artistique, et nous attendons demain ou après-demain de voir le gouvernement qui sera nommé. Et un rassemblement national, oui, demain ou après-demain, effectivement, vous êtes un peu optimiste. Je crois comprendre qu'il faudra peut-être un petit peu plus de temps, mais enfin, effectivement, nous verrons. Un rassemblement national dans tout cela, en rôle d'arbitre, et peut-être même un peu davantage. C'est pour ça qu'on vous interrogeait sur votre comportement vis-à-vis du reste de l'équipe, parce qu'au moment de la nomination du Premier ministre, on a bien compris que Marine Le Pen avait joué un rôle assez important, avait fait usage d'une sorte de veto, au fond, sur quelqu'un comme Xavier Bertrand ou même Bernard Cazeneuve. Si bien que la gauche s'empare de ce récit de la nomination du Premier ministre pour vous attaquer. Écoutons, et ensuite nous aurons votre réaction, Louis Alliot. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. C'était hier à la Fête de l'Humanité. Regardez-la, la Le Pen, comment elle a retourné sa veste. Demandez-vous qu'est-ce qu'elle a reçu en échange de ça. Bien sûr, nous on le sait. Elle veut diriger la droite. Et elle est en train d'y arriver parce que M. Macron lui donne les clés du camion. Qu'est-ce que Marine Le Pen a reçu en échange de sa bienveillance sur la censure non automatique de Michel Barnier ? Voilà la question, au fond, l'accusation de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais je voudrais dire au Mélenchon, puisqu'il se permet aussi certaines familiarités, que c'est lui qui va permettre à M. Macron de continuer. Parce que si on prend par exemple la niche parlementaire du mois d'octobre, où le Rassemblement national va proposer la fin du régime de retraite qui est très contesté, qui a été très contesté. Ils ne la voteront pas, eux, par sectarisme. Et je crois que La France insoumise, tous ne sont pas sur cette ligne et attendent, réservent leur réponse. D'accord, mais bon, on voit bien. On a un problème en France, c'est un problème de dialogue. Pourquoi, finalement, M. Barnier a bénéficié, j'allais dire, de la bienveillante... du bienveillant respect, on va dire, de Marine et de Jordan Bardella, c'est parce qu'il est courtois. Enfin, je veux dire, il est simple et il s'adresse à tout le monde. Il respecte tout le monde. La gauche
elle est dans l'invective, elle est dans le sectarisme, elle est dans la violence. Et ce n'est pas la même chose si vous avez un Premier ministre de gauche qui tolère la France insoumise et tout le discours de la France insoumise, et d'avoir un ministre qui n'est pas de nos idées, mais qui respecte les dirigeants de notre formation politique et nos électeurs. C'est une différence de taille. Donc ça ne se jouera pas sur les hommes, ça se jouera sur les idées. Bon. Et sur les idées, on verra bien ce que propose M. Barnier. Justement, on va dans un instant prendre un peu les sujets, les priorités de la rentrée, les urgences auxquelles notre pays doit faire face, et on vous entendra sur chacun des grands thèmes. Mais d'abord, je voulais vous poser une question qui peut-être va vous surprendre. Parce que c'est vrai que c'est pas habituel de se poser cette question-là. Mais nous avons vu la semaine dernière, dans le journal Le Figaro, un sondage au Doxa qui m'a interpellé parce qu'on y voyait qu'un Français sur deux considérait que qu'il revenait au Rassemblement national de participer à ce gouvernement de rassemblement. Puisque le président a dit qu'il faut un gouvernement de rassemblement. Votre parti est le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale depuis les élections de 2024. Et c'est vous d'ailleurs, Louis Alliot, vous avez tout de suite dit il n'en est absolument pas question. Je comprends bien les enjeux politiques, mais cette question elle se pose quand même. Pourquoi ne pas participer ? Ça s'est joué un peu. D'abord, vous aurez remarqué que personne ne l'a proposé. Et la deuxième chose, ça s'est joué à peu. Avec 50 députés de plus, la question se serait posée. 50 députés, ce n'est pas rien non plus. Oui, mais je veux dire, oui, d'accord, mais il y a 100 députés qui se sont joués à 1 point. Vous vous rendez compte, c'est rien. Donc on voit bien que c'est dans le possible pour l'avenir. Mais là, c'est pas le sujet. En revanche, on peut regarder texte par texte ce sur quoi nous pourrions nous prononcer favorablement et ceux que nous ne voterons pas. Et j'allais dire, la clé du système actuel, elle n'est pas chez nous, elle est chez M. Barnier, la politique qu'il veut mener. Soit il veut mener une politique, il aura le soutien d'une partie de la gauche, mais ça ne nous conviendra pas très certainement. Soit il assume une politique de remise en ordre de la France, de lutte ou de contrôle de l'immigration, de mesures immédiates sur le pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, nos députés et la présidente de notre groupe, évidemment Marine Le Pen, regardera ça avec attention. Soit, eh bien, c'est un entre-soi, on va dire, d'anciens ministres, d'anciens responsables du système. Et puis, je vous le dis, ça n'ira pas très loin, voilà. Justement, le casting, cet entre-soi que vous supputez peut-être, Marine Le Pen également n'est pas pour. On l'écoute, c'était hier aux journées parlementaires. Elle parle de la famille, les Républicains. Écoutez-la. Notre grand pays, qu'est la France, ne peut pas fonctionner ainsi, ne peut pas avoir un gouvernement dirigé effectivement par une force politique qui a fait 5% et qui précisément a été choisie parce qu'ils ont fait 5%. Ils ont fait 5%, 47 députés les Républicains. Au vu de la situation, parleriez-vous d'un hold-up du parti de la droite française ? Si vous voulez, c'est pas un hold-up, mais c'est bizarre. Moi, je vois mes concitoyens à Perpignan, ils trouvent ça assez extraordinaire. Ouais. Le plus petit parti, on va dire, de l'Assemblée, la plus petite représentation, se retrouve à Matignon. Donc, il va falloir quand même qu'elle fasse attention et qu'elle prenne conscience de sa propre responsabilité. Parce que j'ai vu à la rentrée parlementaire des députés et sénateurs LR où ils ont accueilli M. Barnier, ils étaient là comme s'ils avaient gagné l'élection. Mais ils représentent une infime partie aujourd'hui de l'opinion française, et je pense qu'il devrait être plus humble, plus modeste, et s'attacher aux idées et à l'état de la France, plutôt que de savoir si M. Retailleau sera ministre intérieur, M. Wauquiez sera ministre intérieur, Mme Pécresse je ne sais où. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et je pense pas que les Français attendent ça. Oui, mais à la fois, s'il faut donner le sentiment d'un nouveau gouvernement, changer les visages, si M. Barnier, à vous écouter, ne peut pas tellement aller chercher chez les macronistes, parce que là on ne change pas les visages, il ne peut pas non plus aller chercher chez LR, puisque c'est vrai, LR n'a pas fait un bon résultat, n'a pas obtenu un bon résultat aux élections législatives, et la gauche, personne ne veut y aller, si je comprends bien. Mais donc, excusez-moi, quelle est la solution ? Quel est le chemin ? Le personnel politique français est tellement pauvre qu'on ne trouverait pas de nouveaux visages. Moi, c'est ça qui m'interpelle. On va chercher encore des anciens qui ont gouverné, et on sait comment ils ont gouverné. Et ça interpelle beaucoup. Je suis persuadé, moi, qu'il y a des jeunes dans les partis politiques, ou des moins jeunes d'ailleurs, des gens compétents, des gens qui veulent servir la France, qui veulent servir l'État, qui pourraient prendre des responsabilités. Mais c'est toujours les mêmes qu'on voit, et je pense que l'opinion sera très sévère
avec la nomination d'un gouvernement qui rappellera les gouvernements d'avant. De toute façon, vous faites le pari que ça ne durera pas très longtemps. Oui. C'est ce qu'on a compris, Marie, avec l'intervention de Marine Le Pen hier. Et on y reviendra longuement. Juste, est-ce que ça vous choquerait que 193 députés du nouveau Front populaire ne soient pas représentés dans ce gouvernement? Mais le nouveau Front populaire, ça ne veut rien dire. Entre M. Ruffin, qui se fait siffler à la fête de l'humanité, à côté du fichier S, député du Vaucluse, qui lui représente la France insoumise, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, sinon d'être allés à la soupe ensemble pour se faire élire? Ils n'ont rien en commun. Et alors, il y a des gens à gauche qui sont très estimables, hein. Il y a des gens qui sont respectueux, qui ne sont pas sectaires. Puis vous avez d'autres qui sont abominables. Mais M. Barnier, le Premier ministre, dit qu'il souhaite, qu'il a l'intention de faire rentrer. Mais il aura quelques socialistes, je suppose, dans son gouvernement. Quelques socialistes. Mais tout le monde lui fait en la porte-nez, hein, visiblement. Mais bien sûr, parce que c'est un parti sectaire aujourd'hui. Le Parti socialiste aujourd'hui, il est entre les mains de M. Mélenchon. Et quand on voit qu'un certain nombre de caciques de ce parti, comme Mme Delga en Occitanie, sont allés au soutien de cette coalition du pire, je vais vous dire, ça fait mal au cœur de voir ça. Vous dites qu'il y a quand même quelques Mais je vais vous dire qui sont respectables. je suis moi-même étonné par le comportement de l'ancien président de la République. François Hollande. Oui. Quand je le vois au milieu de ce cirque de gauche, et avec des propos pas très, lui aussi, pas très courtois, pas très rassembleurs. Et je pense que finalement, l'éviction de M. Cazeneuve n'a pas eu l'approbation de M. Hollande. On voit bien qu'il y a un jeu là à l'intérieur du parti de gauche, de la gauche française, qui n'est pas clair. Et il y a des gens qui pourtant sont, on va dire, des républicains, des démocrates, etc., qui se comportent aujourd'hui comme des gens sectaires, qui veulent, finalement, ce sont eux qui ne veulent pas que ça dure. Et très certainement, on verra à l'avenir que ces gens-là porteront une lourde responsabilité dans ce qui se passe dans le pays. Ça leur fait un point commun avec vous, avec Marine Le Pen, c'est que vous pensez à 2027. Oui, sauf que nous, on dit... Vous ne pensez pas à la France d'aujourd'hui. Non, pas il y a une obsession. Pas 2027. Si. 2027, c'est la présidentielle. Oui. Tout le monde pense à la présidentielle. Voilà. Et donc, personne ne se retrousse les manches pour agir aujourd'hui. Moi, je pense à l'immédiat. Ouais. Mesures de pouvoir d'achat, lutte contre l'immigration, rétablissement de la sécurité. C'est des projets de loi que nous proposerons et peut-être qui seront proposés par le gouvernement Barnier et que nous pourrions éventuellement voter. Si vous faites le pari à la fois que le gouvernement ne tiendra pas un an, ces projets qui peuvent être quand même des projets un peu ambitieux, on peut imaginer que vous n'y croyez pas non plus. Mais s'ils les posent, ces projets, peut-être qu'on votera pour eux. Mais on ne peut pas signer un chèque en blanc à M. Barnier en disant, écoute, on va te regarder pendant 3 ans jusqu'à la présidentielle et tu fais ce que tu veux. Ça n'existe pas, ça. D'abord, les concitoyens ne l'accepteraient pas et nos électeurs se sentiront trompés. 11 millions d'électeurs ont porté des députés du Rassemblement national et du parti de M. Ciotti dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est pas rien. On ne peut pas s'asseoir dessus comme ça et en méprisant tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'il propose en matière d'immigration, Michel Barnier, pour que vous topiez ? Ce qu'a proposé l'Allemagne, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il sera capable demain de faire un projet de loi qui permet de rétablir le contrôle aux frontières ? Mais il n'y a pas besoin d'un projet de loi, Louis Alliot. C'est prévu dans Schengen. D'ailleurs, ce que fait l'Allemagne, la France l'a fait en 2015. Il faudra peut-être accompagner ce contrôle des frontières d'un certain nombre de mesures qui permettront de réguler aussi les flux d'immigration qui nous arrivent de l'autre côté de la Méditerranée par des coopérations, par le fait de ne pas obtenir systématiquement des aides sociales dès qu'on met un pied sur notre territoire, etc., etc. Ça, ce sera intéressant à discuter. Mais nous discuterons. Un parlementaire, il est fait pour parler et pour discuter de projets de loi. Il n'est pas fait pour faire du cirque, comme on le voit, M. Mélenchon. Pour parler, mais on reparlera par ailleurs de ce nouveau drame là dans la Manche qui est intervenu ce matin. Mais juste parler, David, vous le disiez, vous pensez à 2027, mais aussi à 2025 est une prochaine dissolution que vous espérez de vos voeux. Marine Le Pen l'a encore répété hier. Elle souhaite la plus courte mandature possible. C'est votre nouveau credo ? Mais c'est une dissolution, clarification. Il n'y a pas de majorité et on le voit bien, c'est un casse-tête pour faire un gouvernement et pour diriger le pays. Donc on va voir comment ça se passe, mais très certainement... Mais vous comprenez que les électeurs, les Français plus largement, là aujourd'hui, c'est un an pour rien. Non, c'est-à-dire que vous êtes... Oui, mais je comprends que les électeurs aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, se sont laissés, ils le disent eux-mêmes, ne referont pas l'erreur d'aller au soutien de ce faux front républicain qui aura permis finalement à des gens infréquentables d'être élus en empêchant un gouvernement pour la France. Donc on va se poser la question par exemple de la proportionnelle. Voilà un projet de loi proportionnel avec un correctif majoritaire
comme il existe ce genre de mode de scrutin dans d'autres collectivités publiques en France. Quelle est d'ailleurs votre proposition précise là-dessus, s'il vous plaît, sur le... C'est la proposition. Non, mais on va discuter, parce qu'après, il faut voir si c'est départemental, régional. Oui. Mais le correctif, c'est celui qui existe pour le mode de scrutin régional. Celui qui arrive en tête de l'élection au deuxième tour, eh bien, il est assuré d'avoir une majorité, mais avec une représentation des courants minoritaires de l'opinion, qui permet à tout le monde d'être représenté. Et ça, on aurait dû le faire depuis très longtemps. Ça nourrit une frustration de beaucoup d'électeurs en France. Et je pense que c'est aujourd'hui demandé des constitutionnalistes, des hommes politiques. Tout le monde dit, ben oui, finalement, il faudrait le faire. Eh bien alors faisons-le. Je l'évoquais il y a quelques instants, ce matin, nouveau drame dans la Manche. 8 migrants meurent à Ambleteuse lors d'une tentative de traversée. Ce drame qui est survenu moins de 2 semaines après le pire naufrage de l'année. Sur l'immigration, on l'évoquait déjà un peu ensemble, mais vous êtes dans une logique un peu du compromis avec le nouveau gouvernement, où vous dites à Michel Barnier, ce sera tout notre programme et rien d'autre. Ce sera de réguler les flux, d'empêcher des flux supplémentaires, et d'aller mettre la pression sur les pays qui nous envoient une immigration supplémentaire avec les drames que l'on connaît. Oui, mais mettre la pression, vous le savez bien, les laissez-passer consulaires, on peut leur mettre la pression. Mais tous les gouvernements se sont heurtés aussi. Oui, se sont heurtés, mais ils n'ont rien fait. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Il y a des pays, d'ailleurs, avec qui on peut discuter. On peut discuter avec le Maroc, par exemple. Mais M. Macron s'est fâché avec le roi du Maroc. C'est pas facile de discuter avec quelqu'un que vous avez méprisé et avec lequel vous êtes fâché. Donc, on peut parler avec le roi du Maroc sur des flux migratoires qui nous arrivent du Maroc. Mais ce drame humain que l'on vit maintenant dans la Manche, avant sur la Méditerranée, on sait très bien la perturbation que nous avons initiée en Libye, qui a occasionné cette dérégulation d'une partie de l'Afrique et du Sahel, et qui aujourd'hui, j'allais dire, a ouvert les bras à un trafic d'êtres humains. Mais on le sait depuis longtemps. Vous savez, moi je suis à Perpignan, sur la côte méditerranéenne, vous avez les thoniers, donc les pêcheurs de thon. Ils vous disent, mais ça fait 10 ans qu'il y a des cadavres en Méditerranée. Les autorités françaises, européennes savent d'où viennent ces bateaux, par qui ils sont vendus, par qui ils sont armés, qui leur donne les GPS pour aller en Italie, etc. Mais qui fait quoi de l'autre côté de la Méditerranée pour aller dire à des pays, vous allez arrêter maintenant, et pour mettre en prison les passeurs qui font de l'argent, 5 000 $ par clandestin pour monter sur un bateau de fortune qui peut-être demain, avec une tempête, finira au fond de la Méditerranée. C'est ça, les criminels, ils sont là. Et alors après, nous, en Europe et en France, si vous voulez, on accueille toute la misère du monde. Mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que le logement, parce que l'éducation, parce que la santé, parce qu'il n'y a pas de travail, etc. C'est j'allais dire, un système global qu'il faut repenser. Et jusqu'à présent, personne n'a repensé ce système. Avec, malgré tout, une immigration utile pour notre économie. Mais il y en aura dans toujours certains secteurs. Une immigration. Vous êtes d'accord là-dessus quand même? Il y en aura toujours, mais à la marge. En revanche, moi je sais qu'il y a des millions de Français qui sont au chômage et qui devraient être formés pour occuper des postes de travail qui ne sont pas pourvus. Parce que là aussi, on en crève. Moi, je vois des chefs d'entreprise souvent dans ma ville qui n'arrivent pas à trouver un certain nombre de personnes pour assumer des missions. Eh bien, formons un certain nombre de jeunes à ces métiers et rapidement, c'est possible. D'ailleurs, ils le font très bien. Vous avez des contrats d'apprentissage, vous avez des choses comme ça qui marchent très bien. Eh bien, il faut généraliser ce genre de choses et occuper ces postes de travail par des gens qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont déjà chez nous. Parce que si, en plus, des gens qui sont chez nous, qui ne travaillent pas, vous faites venir des gens d'ailleurs qui ne travailleront pas plus, puisque 10% des gens qui viennent de l'extérieur trouvent un travail. 10%, mais les 90 autres %, ils sont à la charge de la collectivité, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui produisent la richesse. Et ça ne tiendra pas. Il se murmure que Michel Barnier aurait l'idée d'un ministère de l'immigration. Vous dites bonne idée? Oui, ou encore une fois, comme Nicolas Sarkozy? C'est un gadget, parce que l'idée peut séduire, et on l'a vu avec Nicolas Sarkozy, mais derrière, il y a quoi? Si c'est pour dire on parle d'immigration, bon, ben on en parle, et puis on fait quoi? Si on ne fait rien, eh bien, ça s'appelle un gadget. Attention, s'il le propose à Éric Ciotti, peut-être que votre allié pourrait l'accepter. Écoutez, je ne crois pas, mais on ne sait jamais. Je ne crois pas. J'étais hier avec Éric Ciotti et je crois qu'il a les idées claires et que... Il n'a pas été approché. Il sait très bien à quoi s'en tenir. Alors, continuons sur les urgences de la rentrée. On a évoqué l'immigration. Je sais que Michel Barnier l'a évoqué le sujet comme étant en haut de sa liste, dans ses différentes prises de parole. Il y a aussi le budget. Le budget qui arrive dès le mois d'octobre à l'Assemblée nationale. Je voudrais savoir si vous considérez, si vous êtes d'accord sur le constat qu'il va falloir faire des économies. Première question.
Est-ce que vous considérez qu'il va falloir faire des économies pour retrouver une trajectoire? Il faudra très certainement faire des économies. Bon. On nous parle de 25 milliards d'économies nécessaires dès le budget 2025 pour se remettre sur une trajectoire qui nous permettrait peut-être d'atteindre les 3% de déficit en 2027. Est-ce que vous êtes d'accord là encore sur ce montant? Non, on n'est pas d'accord. Pas d'accord sur le montant? On n'est pas d'accord parce qu'il y a des économies vertueuses à faire qui permettent des rentrées fiscales autres, et puis vous avez des économies stériles qui aggravent les problèmes. Si de même, par exemple, vous faites une économie brutale sur la santé, imaginez, déjà que la santé est en grosse difficulté, vous allez aggraver la situation de la santé dans le pays. Donc il faut aller chercher des économies. La santé, par exemple, le transport médical, il est Écoutez, appuyé que certains coûts de transport médicaux sont outrageusement élevés et qu'on peut peut-être là-dessus... Oui, d'accord, mais vous n'avez pas de médecin dans les urgences, vous n'avez plus de médecin en ville, vous avez des difficultés pour trouver des rendez-vous, pour avoir une IRM, pour avoir un dermato. Mais tout ça, voilà, il faut répondre à tout ça. C'est pas en enlevant les voyages, je sais pas quoi, que vous allez régler le problème. C'est un problème global. Mais Louis Alliot, attends, avant que nous arrivions sur où trouver les économies, vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec 25 milliards. Donc, pour le Rassemblement national... Non, mais attendez, parce qu'il faut qu'on comprenne votre trajectoire. Mais vous avez écouté, vous avez écouté le président de la Cour des comptes. Oui. Il a dit que c'était impossible. Non. Il a dit que pour atteindre 3%, il faut qu'on trouve 100 milliards. 110 milliards. 110 milliards d'ici 2027. Et il a dit donc ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible jusqu'en 2027, mais en 2025, le point de départ, c'est quand même d'aller chercher ces 25 milliards. Mais si vous allez chercher 25 milliards dans un certain nombre de domaines qui aggravent la situation et les tensions sociales dans notre pays, vous n'y arriverez pas. D'accord, mais alors combien, selon vous? Combien d'économies en 25? Je ne suis pas un économiste. Vous êtes vice-président du RN. Oui, mais je ne suis pas député non plus. Et je fais confiance à mes collègues, notamment Jean-Philippe Tanguy, qui siège à la Commission des Finances et qui a fait des propositions, pour aller commencer par aller chercher un certain nombre d'économies là où on aurait dû aller le chercher depuis longtemps. Bon, la fraude, par exemple. Tout le monde en parle, personne n'y va. Fraude sociale, fraude fiscale, combien on peut aller chercher dans ces choses-là? On ne sait pas, mais il va falloir qu'on s'en occupe sérieusement. L'immigration, qui a un coût faramineux. Qu'on le veuille ou non, on est d'accord ou pas, moi je considère, vous recevez 100 personnes en France. Si, sur ces 100 personnes, vous en avez 10 qui travaillent, elles payent leurs cotisations, elles font vivre le pays, etc. Les 90% qui sont à la charge de la collectivité, elles ont un coût. De combien est le coût aujourd'hui en France de cette immigration, sachant qu'au minimum, on en héberge plus de 400 000 légalement. Il y a tous les illégaux. Donc, allons chercher d'abord les économies là où je pense elles se trouvent et n'allons pas commencer à aller enquiquiner, excusez-moi du terme, les classes populaires, les braves gens qui aujourd'hui ont des difficultés à se soigner, à travailler, à se loger et finalement à boucler leur fin de mois parce qu'ils n'y arrivent pas. Sur la justice fiscale souhaitée par le nouveau Premier ministre, certains ont déterminé le fait qu'ils souhaitaient peut-être un jour augmenter les impôts. Ça, c'est un chiffon rouge. Sébastien Chenu a dit « nous irons jusqu'à la censure si c'est le cas ». Honnêtement, moi, je ne vois pas comment il pourrait faire, ou alors sur des gens qui ont des moyens extraordinaires. Mais sur les classes moyennes, elles sont déjà là, les classes moyennes. Donc je ne vois pas comment on pourrait presser encore plus le citron, parce que le citron n'a plus de jus, là, aujourd'hui. On va devoir marquer une pause, mais pour finir sur le budget, c'est votre mesure phare en matière de pouvoir d'achat, c'est l'idée de baisser la TVA à 5,5% sur les produits énergétiques. Question très simple, est-ce que pour vous, Michel Barnier doit s'en emparer, sinon ce sera la censure? Mais il en a parlé, donc il va s'en emparer. Maintenant, on va voir ce qu'il choisit. Est-ce que ce sera la baisse de la TVA? Est-ce que ce sera d'autres mesures immédiates? Ça va être très, très, très clair à regarder, très intéressant. Parce que pendant qu'on disait au Rassemblement national qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on proposait, l'Allemagne l'a fait, le Portugal l'a fait, l'Espagne l'a fait. Il n'y a que nous. Systématiquement, en France, quand c'est proposé par un concurrent politique, c'est impossible. En revanche, dans les pays en Europe, d'autres le font. Et ça n'a pas l'air de mal marcher. Donc, essayons aussi de voir ce qui se passe chez nos voisins. Vous étiez ce matin même au séminaire de rentrée du Rassemblement national. Votre parti, ça se passe à l'Assemblée nationale. Vous êtes intervenu, je crois, dans une table ronde sur quel est le sens de notre combat. Exactement. C'est bien ce qui préoccupe
Marine Le Pen, dans ces 2 jours ou 3 jours de séminaire, c'est comment réformer votre parti afin d'éviter les couacs qui vous ont une nouvelle fois coûté extrêmement cher. On se souvient de cette candidate qui avait dit « Je ne suis pas raciste parce que mon ophtalmologue est juif ». C'est quand même consternant. Une autre qui portait une casquette avec les insignes nazis. Et pourtant, il y avait un plan Matignon qui nous avait été présenté en disant « Nous sommes prêts, nous allons avoir des candidats partout ». Pourquoi est-ce que vous seriez prêts la prochaine fois alors que vous ne l'avez pas été cette fois-ci ? Parce que d'abord, le plan Matignon, il a permis quand même à 400 candidats ou 450 candidats ou même 400, plus de 500 candidats d'avoir aucun problème. Ce sont des cas isolés, une dizaine. Et ça demande une attention particulière. Mais vous ne pouvez pas résumer la campagne législative à ces seuls cas problématiques que nous avons eus. Ça, c'est le premier point. Ils vous ont coûté cher. Parce que quand un front républicain se met en place, il donne du carburant à vos adversaires. Oui, bien sûr. Du carburant à vos adversaires. Bien sûr, mais on aurait dû s'occuper de 2 choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est d'abord scruter les CV des candidats en face. Ça, on ne l'a pas fait. Et on y sera plus attentif la prochaine fois. Parce qu'il y a quelques spécimens, excusez-moi du terme, qui méritaient d'être connus du grand public. Et puis, ce sur quoi, avec Jordan Bardella et Marine, désormais, on appuie, c'est sur la formation des cadres du mouvement pour préparer les élections d'après. Qu'allez-vous mettre en œuvre exactement ? On était prêts, il faut quand même le dire. Si demain on avait été au gouvernement, on aurait géré la France, le gouvernement de la France, avec des compétences et des gens compétents. Ça, il faut pas se faire d'illusions. Il y a certains dans vos rangs, pardonnez-moi, qui reconnaissent que vous faites la tournée des plateaux, vous êtes 5-6 autres députés aussi à être connus du grand public, Marine Le Pen et aussi Jordan Bardella, et puis derrière tout ça, des inconnus, pas forcément en capacité de répondre qu'on n'a pas voulu dans la montrer, longueur. parce que dans les 577 candidats qu'on a montrés, vous auriez pu aller chercher aussi, à part quelques brebis galeuses, des magistrats, des hauts fonctionnaires, des médecins... Qui sont partants, des hauts magistrats aujourd'hui ? Qui sont candidats, des chefs d'entreprise, des gens qui ont une surface dans la vie civile importante, mais qui n'ont pas fait la une des journaux, parce qu'évidemment, on préfère mettre la loupe sur les gens à problème que sur les gens qui pourraient être pour le Front National majoratifs. Mais peu importe, je veux dire, c'est une leçon, en tout cas que moi j'ai... Vous reconnaissez quand même qu'il y a des progrès à faire. Mais toujours, parlons-en. Un parti politique, c'est une organisation humaine. Vous-même, à LCI, je suppose que vous interrogez sur vos émissions et la manière de les faire progresser. Constamment. Exactement. Nous, c'est pareil. Alors justement, comment allez-vous procéder ? On nous parle peut-être d'un échelon supplémentaire dans l'organisation du parti au niveau régional pour un peu plus de supervision dans le choix des candidats. Est-ce que c'est cette piste-là ? Il y a une décentralisation, en quelque sorte, du pouvoir du parti dans les régions, parce qu'on est au plus près un peu du potentiel de nos candidats et de nos candidats futurs. Parce que dans la période, en même temps que ces législatives et ces européennes se sont déroulées, on a engrangé des dizaines de milliers d'adhérents supplémentaires. Pour la première fois, on a dépassé les 100 000 adhérents. C'est extraordinaire. Et dans ces 100 000 adhérents, vous avez des profils qui, très certainement, seront les cadres de demain. Il faut les détecter, il faut les former, il faut les mettre désormais en avant dans un certain nombre d'élections, dont les élections municipales. Parce que les élections municipales, ce sont des têtes de liste, mais c'est toute une équipe derrière, hommes, femmes, pour gérer très certainement beaucoup plus de villes la prochaine fois que nous n'en gérons aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est un mouvement sans fin, en quelque sorte. Sans fin, et une campagne que l'on comprend permanente, avec des meetings qui seront donc organisés tous les mois. Le 6 octobre à Nice sera le premier meeting, on va dire, de rentrée. Et ensuite, Jordan Bardella... Et des directeurs de campagne aussi nommés 2, si on l'a bien compris. Qui seront-ils ? Attendez que ça se passe cet après-midi. L'annonce se fera cet après-midi pour les élections municipales et pour préparer d'ailleurs l'éventuelle législative de juillet prochain. Parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que ça peut tomber en juillet prochain. Et là, il faudra être prêt. Donc, c'est un calendrier resserré, mais c'est pas une nouvelle organisation. Une organisation, j'allais dire, plus opérationnelle, qui permettra, je pense, d'arriver jusqu'au mois de juillet l'année prochaine dans les meilleures conditions. En 2 mots au passage, on a compris que vous anticipiez une éventuelle
dissolution dans un an et donc de futures élections législatives anticipées. Est-ce que vous anticipez, comme Édouard Philippe, également la possibilité d'une élection présidentielle anticipée avec peut-être une démission du président de la République ? Bon, je ne pense pas que ce soit dans son tempérament de vouloir démissionner de son poste. Maintenant, on n'est pas à l'abri, quand on voit le blocage du pays, finalement, de contestations multiples, style grève d'un certain nombre de secteurs de la vie sociale, que je ne souhaite pas, ou nouveaux gilets jaunes, que je ne souhaite pas non plus, mais on n'est pas à l'abri de ça. Et à ce moment-là, le gouvernement servira de fusible très certainement, mais ce sera un gouvernement déjà faible. Donc le seul fusible qui restera dans cette République-là, ce sera le président de la République. Et dans ce cas de figure, votre candidate, c'est Marine Le Pen ? Ah oui, bien sûr. Forcément ? Oui. Même si elle est atteinte d'inéligibilité au terme du procès qui commence fin septembre ? Elle ne sera pas atteinte. Les attachés parlementaires européens ? Elle ne sera pas atteinte d'inéligibilité. Je crois que là aussi, c'est un procès qui s'ouvre, que nous allons mener à partir du 30 septembre. La bataille judiciaire comme il se doit. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Moi-même, je suis dans ce procès-là. Ça ne m'a jamais empêché d'être élu député, maire. Je crois que les gens ont compris. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est une discussion sur le fait de savoir si des assistants parlementaires peuvent aussi faire de la politique et si c'est finalement pas la même chose, parlementaire et politique. Bref, c'est un débat qui va être intéressant à voir, mais je ne suis pas très inquiet du procès. Si elle est condamnée, c'est le coup d'arrêt. Mais, ou pas. Vous êtes serein. Moi, je suis serein parce que d'abord, vous n'êtes pas condamné comme ça du jour au lendemain. Il y a des appels. Il y a des cassations. Il y a quand même plusieurs moyens de se défendre. Et le calendrier, lui, politique, il est resserré. 2026, les municipales. 2027, la présidentielle. C'est dans 2 ans et demi, on va dire. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet de ça. Moi, je suis beaucoup plus inquiet de la situation du pays et d'un certain nombre de signaux qui sont dans le rouge et sur lesquels le gouvernement de la France va devoir trouver des solutions, parce que s'il ne trouve pas de solution, eh bien, je pense que ce sera encore plus grave que... La situation du pays, on y vient aussi en parlant notamment d'insécurité. Juste une parenthèse, nos confrères de Libération cette semaine accusent Jordan Bardella d'avoir participé à l'élaboration de faux documents sur son travail d'assistant parlementaire européen. Jordan Bardella dément, il a déposé plainte, annoncé déposer plainte contre notre confrère. Mais je vais vous donner un exemple. Je ne parlerai pas de Bardella, il va déposer une plainte, etc. Mais il est complètement en capacité aujourd'hui de prouver l'authenticité des documents qu'il a fournis. Je suppose, s'il dépose plainte, c'est qu'il est en capacité de le faire. Moi, j'ai été mis en cause en 2016 par le journal L'Indépendant. Première page, perquisition, mon assistant parlementaire convoqué au SRPJ de Montpellier, moi-même en tant que témoin, etc. 6 ans de procédure. La première page du journal, non-lieu cet été au mois d'août sur cette affaire-là. Pas un mot dans la presse. Il n'y a qu'un site local qui s'appelle ouyad.eu qui a relaté la chose. Donc il y a quand même un problème en France. Quand vous êtes coupable et vous êtes mis au banc de l'espace médiatique. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on vous met en cause et que derrière vous êtes blanchi, qu'il n'y a pas le même tintamarre médiatique pour dire il a été blanchi, c'est ça que je trouve particulièrement injuste dans ce système. Et c'est pour ça que je me méfie beaucoup des accusations gratuites qui, peut-être demain, ne déboucheront sur rien. Qui lavera l'honneur de Bardella quand il aura prouvé qu'il n'y avait rien ? C'est la question qui est posée. Louis Alliot, on parlait effectivement de ces sujets qui agitent. Cette marche blanche, en ce moment même à Grenoble, en l'hommage de cet agent municipal tué la semaine dernière par arme à feu. Un homme connu de la justice a été identifié, il est activement recherché. Et dans cette affaire, le maire de Grenoble est mis en cause par certains dans l'opposition, dans votre camp aussi, l'accusant de ne pas armer sa police municipale. C'est un mauvais message, dit notamment un certain Carl Olive dans le bloc central qu'on envoie. Est-ce que d'abord vous partagez, et je m'adresse aussi à l'élu local que vous êtes, maire de Perpignan, la sécurité, est-ce aussi l'affaire du maire ? Vous savez, le concitoyen ne connaît qu'une seule chose, le maire. Et il pense, à juste titre, que le maire a une implication dans la sécurité, alors que la sécurité, elle dépend de l'État. C'est à l'État d'assurer la sécurité du pays. Mais le maire est bien obligé de pallier au manque qu'il y a dans le domaine de la sécurité aujourd'hui. C'est pour cela, par exemple, qu'à Perpignan, nous avons, 200 policiers armés, ce qui n'est pas rien. Que désormais, ils sont jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut dire c'est un coût pour la collectivité qui est considérable. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils arrêtent des voyous et ils les remettent à la police. La police nationale fait son travail, les remet à la justice
Et la plupart du temps, ça fonctionne quand vous avez un procureur sérieux qui suit les dossiers et quand vous avez une police nationale avec un chef de la police qui lui aussi fait appliquer les textes. Mais au milieu de tout ça, la plupart du temps, et je m'en désole, vous avez des choses extravagantes. Vous avez des gens, des employés municipaux, des placiers de marché, par exemple. Il y en a eu un récemment, que je salue au passage, qui est un ancien joueur de l'USAP à Perpignan, s'est fait attaquer au couteau, par un clandestin. Je crois que le clandestin est en prison. Je n'en suis pas sûr, enfin en prison. On verra bien ce que ça. Mais il s'était déjà fait attaquer au couteau par un personnage dans ce quartier-là. Le personnage a été mis dehors par la justice. Il a été remis en liberté. C'est ça que les citoyens pointent et que les employés municipaux aujourd'hui, ils ont la trouille parce que demain ils peuvent se faire planter par quelqu'un et on ne sait pas si ce quelqu'un va aller en prison ou pas. Vous allez demander... Et c'est pareil pour les squats. Oui. Alors les squats, même je vais vous raconter une histoire, je m'excuse si ça prend 1 minute. Allez-y. Les policiers vont arrêter dans un immeuble abandonné, pourri, excusez-moi du terme, un dealer en état de deal, c'est-à-dire qu'il y avait la marchandise sur lui et de l'argent. Eh bien, je vais vous dire que le dealer a été remis en liberté et l'argent lui a été redonné de son deal parce que, paraît-il, les policiers avaient violé une propriété privée. Voilà. Mais c'est complètement fou. Ce système est fou. Et après, on s'étonne que dans nos rues, ce soit l'anarchie, finalement. Votre mission à vous, c'est l'action politique. Le budget arrive dans 3 semaines. C'est de resserrer les textes au maximum. Alors, le budget arrive. Est-ce que vous allez, par exemple, demander la construction de places de prison ? Ça se discute dans un budget. On l'a toujours demandé, évidemment. Mais accélérer. La donne politique a changé. Donc. Oui. Mais accélérer aussi les constructions de prisons. Nous, on a une deuxième prison qui est dans le département, qui est en chantier ou qui va être en chantier. Accélérons le chantier. On a un palais de justice qui est vétuste. Accélérons le palais de justice. On a un commissariat, je vous jure, venez le voir à Perpignan. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Les policiers le demandent depuis 10 ans. Paraît-il que les crédits sont sanctuarisés. La mairie a donné le terrain au ministre de l'Intérieur. On n'a toujours aucune décision. Si vous voulez, en France, on a l'impression que quand il y a des choses bien que l'on peut faire, il n'y a aucune décision. Voilà. L'administratif prend le pas sur l'efficacité publique et on en arrive à des aberrations. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont les citoyens qui paient cash ces aberrations. Mais malgré tout, c'est aussi l'affaire du maire. Dans un classement établi par nos confrères du Parisien datant de mars dernier. Vous n'avez pas pris celui du Figaro, vous ? Non, je n'ai pas pris celui du Figaro, mais qui analyse les chiffres de la délinquance dans 119 villes françaises de plus de 50 000 habitants. Perpignan est 98e sur 119. Oui, mais que disent ces chiffres ? Ils disent que... De votre aussi responsabilité, parce que vous ne vous défiez pas quant à votre responsabilité en tant qu'élu. Alors, je vais vous dire ce que disent ces chiffres que vous ne dites pas, c'est que le procureur, l'année dernière, a reconnu moins de 10% de délinquance sur la ville. Absolument, c'est indiqué. Bon. Mais ça, c'est la présence de 200 policiers, jour et nuit, 24 heures sur 24, à la charge du contribuable local. Et il est vrai qu'on a été bien aidé, je l'ai toujours reconnu, mais qui n'a pas tout fait, mais qui nous a aidés par l'envoi de gendarmes sur le terrain, qui ont permis, avec la coopération police municipale, police nationale ou gendarmerie et la justice, de faire baisser de 10% ces actes délictueux. Est-ce qu'il faut, par exemple... Ça pourrait donner un exemple à d'autres. Alors justement, est-ce qu'il faut, par exemple, Louis Alliot, puisque maintenant que le Rassemblement national est premier groupe à l'Assemblée nationale, on vous pose des questions sur la politique de la nation. C'est logique. Vous pouvez l'influencer, en tout cas. Oui. Si vous n'avez pas gagné, vous pouvez maintenant quand même l'influencer. Est-ce qu'il faut, par exemple, ne plus laisser le choix aux maires et de leur dire une police municipale, c'est une police armée en France ? Oui, je pense que dans les grandes villes, en tout cas, je pense qu'effectivement, la police municipale devrait être armée. Mais ça veut dire aussi qu'on écoute les maires. Ah ben, on les écoute. Oui, enfin, on les écoute. Éric Piolle, il faut l'écouter. Non, mais Éric Piolle, c'est une caricature. Il n'est pas le seul à dire on n'arme pas. Oui, on n'arme pas, mais on voit aussi l'état de la délinquance à Grenoble. Oui. À un moment donné, il faut aussi que les textes encadrent l'action des maires, et heureusement, parce qu'on ne peut pas donner aussi tous les pouvoirs à la police municipale. Moi, j'y suis opposé. La police nationale tient la sécurité du pays. La police municipale le fait jusqu'à, j'allais dire, sa compétence propre. Elle ne peut pas aller au-delà, parce qu'on ne sera pas à l'abri de dérives ou quoi que ce soit. Donc attention à ça. Mais ça a un coût pour la collectivité, et il faut que l'État aide les maires à se doter des équipements qui permettent vidéosurveillance aussi, les caméras. Et une généralisation partout. Ça, mais la présence dans les quartiers, la police de proximité. Nous, on a remis des postes de police de proximité dans les quartiers, très appréciés de nos concitoyens, qui ont été enlevés
en son temps par la droite, je crois, et qui avait été mis en place par M. Jospin. Bon, ils ont tout enlevé, alors qu'il faudrait de la police nationale aussi dans les quartiers. Et je pense que cette présence-là, elle sera profitable. J'ajoute, et j'en termine, si la drogue, personne n'en parle, hein. Si. Fléau. Non, pas comme il faudrait. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, on a fait son cheval de bataille. Oui, son cheval de bataille. Je n'ai pas vu de campagne générale de pédagogie, de sensibilisation dans les écoles, comme il en existe pour le tabac ou pour l'alcool. Je n'ai pas vu cela. Il faut taper fort sur la drogue. Il faut taper fort sur le trafic international. Sur le consommateur également. Et il faut taper sur le consommateur par tout simplement des contraventions. Parce que ça, il faut le faire. Or, par exemple, un policier municipal aujourd'hui, il tombe sur quelqu'un qui achète de la drogue, eh bien, il ne peut pas lui mettre une contravention. Donc, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir responsabiliser les consommateurs. Parce que c'est ce qu'avait dit d'ailleurs à juste titre M. Dupond-Moretti. Le consommateur qui va acheter son shit au coin de la rue, il est responsable du sang qui coule quelque temps après, quand il y a des règlements de compte entre trafiquants et quand beaucoup de jeunes qui malheureusement sont pris dans ces mafias finissent par rentrer dans des jeux de gang et ça finit souvent, ça se termine mal. Donc tout ça, il faut le faire, il faut avoir le courage de le faire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce courage-là. Louis Alliot, je m'adresse au maire de Perpignan que vous êtes. Les révélations autour de l'abbé Pierre ont absolument bousculé l'Église. La fondation Emmaüs a pris des décisions graves. On a appris par ailleurs que le Vatican savait depuis de très nombreuses années. À Perpignan, la salle des assises où se trouve avenue Abbé Pierre, pardonnez-moi. On peut d'ailleurs lire sur le tribunal cite Abbé Pierre. Allez-vous, oui ou non, débaptiser l'avenue Abbé Pierre dans votre ville à Perpignan? D'abord, 1, c'est abominable. 2, c'était connu de beaucoup qui se sont tus parce qu'il avait une espèce d'aura, de générosité plutôt de gauche d'ailleurs. Tout le monde, voilà. Maintenant que l'on sait, si la fondation Abbé Pierre change de nom, ce que j'ai cru comprendre. Absolument. Oui. À ce moment-là, nous débaptiserons la rue de l'Abbé Pierre. Mais donc décision prise. Décision prise. Donc. Décision prise. Il y a une commission chez nous. Moi, je vous dis ça. Maintenant, il y a la commission des hommages, etc., des noms de rue, qui se réunira et on prendra. Mais ça demande aussi un travail d'explication parce qu'il y a des gens qui habitent ces rues-là. Il y a des personnes, des citoyens. Il faudra changer leur adresse. Ça se fait pas comme ça, en fait. On croit que ça se fait comme ça. Ça se fait pas comme ça. Oui. Mais je veux dire, on entamera les démarches pour arriver à débaptiser cette rue. Vous y êtes favorable? Là, je crois qu'on est sur un sujet délicat et important, et on voit bien que ces abominations commises par un homme, entre guillemets, d'église, mais par un homme aussi du domaine social, parce que c'est ça, l'abbé Pierre, c'était ça, le logement, etc., ça prouve quand même que il ne faut pas non plus sanctuariser les gens pour quelquefois ce qu'ils ont fait, et être prudent, et que quand on connaît le comportement d'un certain nombre de responsables, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir le courage de le dénoncer, parce que sinon, on en arrive assez, honnêtement, à prendre 17 ans après. Le comportement de l'abbé Pierre, excusez-moi, on en reste quand même médusé. Et ça ne devrait pas arriver, en fait. Voilà. Évidemment, les témoignages, 24 victimes qui s'expriment, témoignages atroces, mais l'élu que vous êtes, à aucun moment ne pèse peut-être aussi le pour et le contre en se disant, voilà, il y a des comportements absolument inexcusables, ignobles, mais il y a aussi un patrimoine qui a été laissé. Est-ce que cette réflexion-là a animé quand même votre réflexion? Attendez, elle animera la commission des hommages et des personnes de l'opposition et de la majorité qui y siègent. Et vous, votre opinion est faite. Il n'y a pas à tergiverser compte tenu de la gravité des accusations. Je pense que ce sont des questions qu'il faut allier on appelle ça, à la technique administrative. Changer le nom de rue, c'est très compliqué. Voilà. Oui, non, mais ça, si vous prenez ça, imaginez que vous ayez pas trop le sujet, le boulevard Kléber qui s'appelle l'Abbé Pierre. Oui, non, mais si, c'est le sujet, parce que c'est pas une mince affaire. Hein. Oui. Nous, la rue, je crois qu'il y a 2 ou 3 immeubles, ce sera beaucoup plus facile que de le faire ailleurs. Mais sur le fond, moi, j'y suis favorable. Mais ça ne changera rien, par exemple, aux subventions que la ville de Perpignan peut donner à une fondation comme Emmaüs? Non, d'ailleurs, ni à Emmaüs, ni à la fondation de l'Abbé Pierre, qui construit des logements et avec lesquels on est engagé et en discussion sur des projets, heureusement d'ailleurs. On arrive presque à la fin de cette émission. Vous avez peut-être vu, vous étiez en séminaire, mais vous avez dû sans doute voir ces images, cette parade sur les Champs-Élysées hier pour fêter les athlètes olympiques, paralympiques.
Dans votre camp, vous-même, vous n'avez pas été tendre sur l'organisation de ces JO. C'était pas si mal finalement, non? Ah ben moi, oui, c'était pas si mal. Voilà. Je me félicite de la sécurité. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Tant mieux, parce que c'était quand même un risque que tout le monde pointait, y compris des criminologues comme M. Y compris Éric Ciotti également, qui parlait de folie criminelle d'organiser cette cérémonie sur la Seine. Y compris comme M. Boer, qui n'est pas Éric Ciotti. Non mais il faut quand même dire les choses. Il y a les politiques, il y a aussi des gens, des spécialistes de la sécurité. Bon, évidemment, on peut critiquer la cérémonie. Moi, tout ne m'a pas plu, mais il y a des choses qui étaient mieux que d'autres. Voilà, et ça reste, j'allais dire, du sport. Ça reste la fête du sport. Les athlètes français se sont comportés admirablement bien. Donc voilà, moi je préfère dire oui, c'est vrai, on a été peut-être un peu dur et un peu critique, mais que tout cela se soit bien terminé, j'en suis plutôt heureux. Les propos de Marine Le Pen sur Aya Nakamura, de la provocation, tout ça, vous ne le regrettez pas? Mais c'est une provocation, mais c'est comme ça, voilà. Marie-Antoinette, j'ai trouvé ça scandaleux. La scène avec des travestis, j'ai trouvé ça scandaleux. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, on ne reviendra pas en arrière, les gens jugent. Et au final, dans les provocations et les choses comme ça, on peut critiquer ces provocations. D'ailleurs, j'ai vu que la personne qui a fait le spectacle, le chorégraphe Thomas Joly a dit ce matin, je crois, dans Le Figaro, que oui, il y avait une dimension de vouloir genrer les choses, le wokisme, etc. J'y suis totalement opposé. C'est son idéologie. C'était un spectacle idéologique. C'est dommage. Le président de la République a dit la France n'est ni wokiste, ni conservatrice. Oui, de toute façon, c'est ni l'un ni l'autre. Sûrement. Il y a sûrement toujours un chemin au milieu. Mais là, on peut dire que c'était beaucoup plus provocateur que rassembleur. Mais au final, ça s'est terminé par l'admirable chanson de Céline Dion. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt joli. Nakamura, bof, Céline Dion, super. Mais c'est pas Nakamura. Ça manquait peut-être de faire surgir des personnalités françaises qui auraient mérité. Surgir des personnalités, c'est un peu votre enjeu. Vous retournez au séminaire, là après, c'est là, vous y retournez? Oui. Bon. Et on connaîtra ces directeurs de campagne, peut-être. On en saura un peu plus dans l'après-midi. Oui. Merci Louis Alliot d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.